Hey guys, on a tous vécu une rupture amoureuse ou bien amicale plus ou moins compliquée et on a tous réussi plus ou moins à la surmonter. Cependant, ce n'est pas le cas de tout le monde, absolument pas, et en particulier celui d'une jeune fille qui ne va pas hésiter à brûler vif son ex. Nous sommes en Floride, à Summerfield. Seth Jackson vient de vivre une rupture douloureuse et tumultueuse. Va s'en suivre un échange houleux entre lui et son ex, Amber, un échange continuel de piques par message interposé. Alors quand cette dernière lui envoie un texto afin qu'il puisse s'expliquer et mettre les points sur les i, il n'hésite pas à la rejoindre. Il ne se doute pas une seule seconde qu'il ne reviendra jamais de cette rencontre funeste. Si les faits divers t'intéressent, je t'invite à t'abonner, à partager, à liker. C'est très important pour le référencement et cela ne mange pas de pain et ça me fait très plaisir, ça me fait chaud au cœur. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux arrivants, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Insta, voilà, là ou là, si je te manque entre deux vidéos. Mon livre, mais je te laisse avec le générique. Nous sommes à Summerfield, en Floride. Seth Jackson était un adolescent ordinaire. Ses parents le décrivent comme un garçon sympa, amical, sociable, drôle et populaire avec les filles. Populaire avec la gente féminine au lycée, c'est vrai, mais il va jeter son dévolu sur une fille en particulier, Amber Wright. Les parents de Seth ne font pas vraiment attention à elle, c'était aussi l'adolescente typique, mais ils la trouvaient quand même un peu manipulatrice. En apparence, le couple semblait très heureux, s'exposant sur les réseaux sociaux au vu et au su de tous. Cependant, c'était une relation courte et toxique, éphémère, car en quelques semaines, elle touchait déjà à sa fin. Amber avait trompé Seth avec Michael Bargo, un garçon de 18 ans. Seth, brisé et contrarié, va même provoquer Michael en duel. Ce dernier va accepter. Octogone. Seth, en dépit de leur différence d'âge, va remporter son duel. Mais sa rancœur ne va faire que s'accroître. L'adolescent commence alors à poster des publications haineuses au sujet de Amber sur les réseaux sociaux, l'insultant et la traitant d'addict. Amber riposte en faisant de même de son côté, postant des publications incendiaires à l'égard de son ex, l'accusant par exemple de tromperie et de violence à son égard. Hélas, la campagne de haine de Seth ne porte pas ses fruits, car peu de temps après, Amber et Michael se mettent ensemble. Le 17 avril 2011, alors que Seth était chez un ami, il reçoit plusieurs SMS de la part d'Amber. La jeune fille lui propose de se retrouver afin de mettre les choses au clair, les points sur les i et les barres sur les t. Les amis de Seth trouvent ça curieux et tentent de le dissuader. Ils avaient passé des semaines à se pourrir, ils trouvaient ça suspect. Mais Seth veut retrouver Amber et cette dernière lui assure que tout allait bien, qu'ils ne seraient que tous les deux. Vous sentez la douille arriver ? Seth se dirige alors vers la roulotte de l'ami de la jeune fille, Charlie Ely, et il ne reviendra jamais de cet endroit où il subira un calvaire. Ne recevant aucune nouvelle, les parents du jeune homme commencent à s'inquiéter, et pour cause, l'adolescent était un garçon responsable qui prévenait toujours de ses allées et venues. La maman de Seth alerte directement les autorités. Évidemment, la police considère au départ sa disparition comme un cas de fugue. Une fois n'est pas coutume.
Il fouille dans les communications de Seth et intercepte donc sa dernière conversation, celle d'Amber. Il se rend compte rapidement qu'il s'agissait de la dernière personne qu'il avait vue avant de disparaître. Les enquêteurs se dirigent vers Amber. La jeune fille avoue qu'elle l'avait vu et que peu de temps après, il était parti. Ensuite, elle dit avoir regardé la télévision avec sa mère et son demi-frère Kyle Hooper. Ils ont soudain eu la nouvelle de la disparition de Seth et Kyle a prononcé à ce moment-là des paroles bien étranges. Il n'est pas perdu, il est mort. La mère, choquée par les révélations de son fils, lui demande directement s'il savait quelque chose à propos de la disparition de Seth. Kyle craque et raconte tout, absolument tout. La femme appelle directement la police et Kyle avoue tout. Il dit qu'Amber avait attiré Seth chez Charlie afin de discuter et Michael avait tiré sur le pauvre adolescent qui était mort sur le coup. Mais ce n'est pas tout, car la police allait bientôt découvrir tout ce qui s'était produit cette nuit-là. Des choses ignobles. La police interroge Amber à son tour, qui raconte alors la même version que son demi-frère Kyle. Elle dit qu'elle était innocente, juste spectatrice du crime macabre, et que Michael l'avait même menacée. Elle dit que Charlie et elle s'étaient rendus dans la même chambre pour dormir jusqu'à 11h midi, le jour suivant, et c'est là qu'il y a un hic. Comment dormir tranquillement alors qu'un crime atroce et certainement bruyant se passait dans la pièce d'à côté? Les enquêteurs font entrer Charlie et la mettent dans la même pièce qu'Amber et Kyle dans l'espoir qu'ils évoquent ensemble le crime. Et en effet, la stratégie s'avéra payante. Les ados commencent à discuter du crime macabre. Ils dirent aussi que Seth était loin d'être innocent et qu'il avait menacé de frapper sa sœur Amber, donc son ex, et de brûler la maison. Amber, de son côté, avait dit aux autres que Seth l'avait frappé et Michael a alors déclaré, je cite, « On doit tuer Seth. Personne ne l'aime. On doit le tuer. » Tout le groupe s'était mis d'accord pour élaborer un plan. Amber était censée attirer Seth chez son ami Charlie Ely, où le groupe était censé le descendre et le torturer. Ce jour fatidique, Kyle avait été le premier à attaquer. Il frappe Seth à la tête avec un bâton avec un autre garçon nommé Justin Sodo et tire à 2 reprises. Les enquêteurs découvrent par la suite avec horreur que Seth était parvenu à s'arracher du logement vivant et avait tenté de s'enfuir en vain sur la route avant d'être ramené à l'intérieur du logement dans la salle de bain pour recevoir une 3e balle. Le pauvre adolescent s'écroule. Il avait perdu la vie. Ses bourreaux ne lui laissent aucun répit. Michael Pargo suggère au groupe de briser les côtes de Seth avec une batte de baseball afin de le faire rentrer plus facilement dans un sac de couchage. Finalement, Michael, muni d'un marteau, entreprend de casser les côtes dans la baignoire du corps sans vie du pauvre Seth et d'enlever ses dents avec une pince. Enveloppé dans le sac de couchage, il l'entraîne dehors et met alors feu, faisant comme si c'était un feu de joie. Ce que je trouve dingue, c'est que selon certaines sources, il n'était même pas sûr que Seth était décédé à ce moment-là. Il l'avait brûlé vif. Et le groupe fait la fête toute la nuit en buvant et en célébrant la mort de Seth. C'est hyper glauque. J'arrive même pas à imaginer la douleur qu'a dû ressentir le pauvre Seth pendant que ses tortionnaires étaient restés éveillés toute la nuit pour fêter sa mort. Le détail flippant étant que des voisins se souviennent du feu de camp sans savoir le terrible événement qui se tramait et la fin atroce de Seth. Ils pensaient sûrement que les adolescents s'amusaient autour d'un innocent feu de joie. Alors ont-ils seulement entendu les coups de feu, me diriez-vous? Eh bien, figurez-vous qu'ils pensaient simplement à des pétards. Mais peut-on seulement les blâmer? Comment pouvaient-ils ne serait-ce qu'envisager une telle atrocité? Du corps de Seth, il ne reste que de la cendre et des fragments d'os, dont ils se débarrassent dans des pots de peinture qu'ils jettent dans une carrière des environs. Ils nettoient ensuite minutieusement la scène de crime, munis de javel. Le beau-père de Michael, James Haven, les a même aidés à se débarrasser des restes et à dissimuler la scène de crime.
James, le beau-père, dit par la suite qu'il avait entendu le groupe d'adolescents comploter contre Seth, mais avait pris simplement ça pour une blague. Mais oui, des menaces de mort, c'est forcément une plaisanterie. C'est très drôle. Haha. Les autorités parviennent à récupérer ce qui restait de Seth, ainsi que des preuves sur la scène de crime. La police arrête les suspects, et même s'ils étaient adolescents, ils sont jugés comme des adultes, chacun dans un procès différent. Amber Wright, Charlie Ely et Kyle Hooper ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré et condamnés à perpétuité sans possibilité de sortie. Justin Soto, quant à lui, plaide coupable et condamné également à la prison à vie. James Evans, pour avoir aidé à dissimuler le crime, sera condamné à 10 ans de prison. Pour ce qui est de Michael Bargo, lui sera condamné à mort pour meurtre. Mais beaucoup soulignent le rôle de Amber, sa manipulation et le fait qu'elle ait été le cerveau de l'opération, car sans elle, Seth serait toujours vivant. Michael est le plus jeune garçon dans le couloir de la mort et fait la une des journaux. Sa défense a tenté de souligner le divorce douloureux de ses parents. Ben voyons, c'est une raison tout à fait valable pour flinguer quelqu'un et mettre le feu à son corps. Amber, quant à elle, affirme en 2012 au tribunal qu'elle ne pensait pas que la violence mènerait à la mort de Seth. Fun fact, elle a eu un second procès en raison d'un problème administratif et elle a de nouveau été déclarée coupable une seconde fois de meurtre au premier degré et condamnée à la prison à perpétuité. Et l'épisode 2 de Killer Women résume en détail l'affaire si vous avez la foi de regarder. Cette triste histoire m'a fait penser à une affaire qui vient d'être traitée sur cette chaîne, à savoir Gemma Hayter, qui a été victime d'une violence inouïe de la part de ses bourreaux, une haine gratuite, un phénomène de groupe où les différents assaillants se sont livrés aux pires actes de barbarie sur la pauvre Gemma pour ôter la vie à la pauvre jeune femme. Dites-moi ce que vous pensez d'Amber, si elle mérite sa peine ou si, au contraire, elle aurait dû être d'autant plus punie pour avoir été le cerveau de l'opération finalement, car sans ces manipulations, les autres n'auraient pas tué Seth. En effet, elle a monté les autres sciemment contre Seth, et cette forme de manipulation est parfaitement égocentrique, donc de type 2, car Amber a entraîné ses amis afin de satisfaire ses intérêts personnels, à savoir détruire Seth, et sans se soucier des conséquences funestes de ces manipulations malveillantes. Ça s'apparente aussi à de la manipulation malveillante, car elle a mené à la mort de Seth. Si tu as aimé, ou plutôt été intéressé par l'affaire, je t'invite à me le faire savoir, à liker, à partager, commenter. Je lis tous les commentaires et je vous en remercie. À chaque fois, j'ai de super commentaires et je prends plaisir à les lire. Méfie-toi des ex malveillants, c'est très important. Prends soin de toi et de tes proches, c'est aussi très important. Je te laisse mes réseaux sociaux ici et là si je te manque entre deux vidéos. And remember, you rock.